Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'entame le paragraphe 2, dont le titre est Délivrez-vous des chaînes de l'ennui. Si la science actuelle était plus complexe et plus subtile, je suis absolument sûre qu'elle classerait l'ennui comme l'un des principaux tueurs modernes. Je suis d'accord. L'écrivain situationniste belge Raoul Vaneigem, un anarchiste critique du travail, ami de Guy Debord, écrit dans le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations « Les gens meurent d'ennui ». Ce qui est tout à fait vrai. La grisaille et l'ennui ne sont pas simplement les ennemis d'une vie joyeuse, ce sont des assassins. Cela ne m'étonnerait pas le moins du monde si un jour on nous révélait que l'ennui est cancérigène. L'ennui a été inventé en 1760. C'est l'année où, selon l'universitaire Lars Svensson, dans son excellente Petite philosophie de l'ennui, ce mot a été utilisé pour la première fois en langue anglaise. L'autre grande invention du moment a été la mule Jenny, annonçant les débuts de la révolution industrielle. Autrement dit, l'ennui advient avec la division du travail et avec la transformation du travail plaisant et autonome en esclavage fastidieux. Et depuis ce temps, nous nous ennuyons beaucoup. Allez sur les forums de discussion entre 3 et 5 heures de l'après-midi et vous trouverez des centaines de messages d'employés de bureau répétant « Je m'ennuie à en mourir ». Ces suppliants appels à l'aide, ces prières désespérées d'esprits enfermés sont comme des bouteilles à la mer, lancées dans les terres, dans l'océan du cyberespace, dans l'espoir que quelqu'un, là-bas, au dehors, entende et puisse apporter son secours. Chose bien entendu très peu probable. J'ai apporté ma contribution à un livre qui s'intitule « Crap Jobs », boulot pourri. Nous avions demandé à des lecteurs du magazine The Idler d'envoyer leurs témoignages au sujet de l'enfer qu'ils vivaient sur leur lieu de travail. Ce qui m'a frappé était le nombre de gens qui plaçaient en tête l'ennui comme le pire aspect de leur travail. L'ennui leur paraissait une chose insupportable. Ils avaient recours à toute une série de stratagèmes pour le vaincre. Sabotage au bureau, plaisanteries grossières avec leurs collègues, actes insupportables. Parenthèse, je suis d'accord, quand l'esprit s'ennuie, il cherche à combler, et généralement pas très subtilement. L'un des problèmes est que de nombreux métiers modernes exigent juste assez de concentration pour nous empêcher de rêvasser, mais pas assez pour nous occuper pleinement l'esprit. Les métiers totalement répétitifs peuvent être préférables, par exemple, à ceux des centres d'appel téléphoniques. Les centres d'appel sont d'un ennui à pleurer pour leurs clients potentiels et font également périr d'ennui leurs employés. Leurs bas salaires sont aggravés par la torture psychique de ne pas savoir quel nouvel enfer les attend à l'appel suivant. Une autre de nos publications récentes s'appelle « Crap Towns », ville pourrie. Les témoignages reçus m'ont étonné. C'est l'aspect uniforme de la ville moderne qui lui valait souvent le qualificatif de pourri. Il est arrivé en effet une chose terrible. Les grandes chaînes de supermarchés ont transformé nos villes, autrefois si animées, bourdonnantes et bigarrées, en des centres de vente au détail uniformes, peuplés d'acheteurs zombies. Une ville aujourd'hui est à peine plus qu'un cercle d'appartements construits autour d'un vaste centre commercial étouffant. Une promenade dans la grande rue est un crève-cœur. Nous sommes assaillis de noms de marques, d'institutions monotones qui ont remplacé les anciennes échoppes, si variées et si colorées, les épiciers, les merciers, les poissonniers, les boulangers, les fleuristes, les cordonniers, les apothicaires. La course à la croissance et aux économies d'échelle a chassé l'esprit d'indépendance presque totalement. Occasionnellement, survit une ancienne boutique dont la beauté, l'élégance et l'originalité brillent comme un arc-en-ciel. Il y a encore d'autres lueurs d'espoir. Dans la ville, près de chez moi, j'ai aperçu un jour un panonceau qui m'a rempli de joie. Il figurait dans la vitrine d'un réparateur de télévision, autre service en déclin, et annonçait « service à l'ancienne assuré par le propriétaire ». Au Small is Beautiful de Schumacher, nous pourrions ajouter Big is Boring. Ce qui est grand est ennuyeux. L'échelle des institutions modernes les rend impersonnelles, aliénantes et épuisantes pour l'esprit. McDo est ennuyeux, et non le restaurant indien du coin. Alors,
il a écrit McDonald's. McDonald's est ennuyeux, et non le restaurant indien du coin, car la quantité l'a emporté sur la qualité, comme l'écrivait Raoul Venengem dans son traité. Nous sommes devenus si obnubilés par les chiffres et par le résultat final que la beauté et la vérité ont été brutalement mises de côté. L'ennui est l'exact opposé de la beauté et de la vérité. La vie a été sacrifiée au profit, avec comme résultat l'ennui à grande échelle. Une des principales causes de l'ennui, me semble-t-il, est la disparition de la créativité dans la vie quotidienne. Voilà un problème que William Morris a bien vu. Dans Nouvelles de nulle part, en 1890, Morris dépeint une société post-révolutionnaire, en 2005, dans laquelle chacun est investi dans une activité créatrice de son choix. L'argent n'existe pas et Piccadilly Circus est recouvert de champs. Voilà comment il imaginait ce siècle. Et peu importe si sa vision du Moyen-Âge est romantique ou non, car cette vision existe et elle est très puissante. C'est la révolution puritaine qui s'est mise à distiller l'ennui auprès du peuple. Même la religion et le salut sont devenus ennuyeux. Au Moyen-Âge, la religion exhibait sans phare le sang et la mort. Les églises étaient des centres d'activité économique où l'on célébrait des fêtes et où l'on priait. On chantait beaucoup aussi, ça manque, hein. L'église était la patronne des arts et employait les artisans locaux pour réaliser les ornements à son usage. Les sermons étaient très courus, offrant un grand théâtre divertissant. Dans la Florence médiévale, par exemple, les gens patientaient dans de longues files d'attente pour écouter un célèbre prédicateur et ressortaient de la messe en sanglantant copieusement. Ce drame, ce théâtre, a été supprimé par les puritains, qui qualifiaient les manifestations de l'ancienne Église de superstition et d'idolâtrie. En d'autres termes, tout le folklore paganisant de l'Église catholique, que l'Église catholique avait sagement conservé, a été balayé. En d'autres termes, tout le folklore paganisant que l'Église catholique avait sagement conservé a été balayé. Les politiciens ont aussi une grande part de responsabilité dans la monotonie actuelle. On ne les entend jamais faire des déclarations sur le thème « Luttons contre l'ennui », contre les causes de l'ennui, le gouvernement le plus ennuyeux de tous, et tous les gouvernements le sont par nature, a été celui des nazis. Des lignes, des rangées, des colonnes, l'absence d'individualité, l'imposition d'un ordre bureaucratique, la suppression de ce qui présentait de l'originalité, en particulier les juifs, mais aussi les bohémiens, les vagabonds, les paresseux et les dissidents politiques. Les nazis raffolaient des formulaires, des papiers à remplir, des classeurs, des catalogues. Bref, ils voulaient que tout soit bien rangé. Ce que les nazis ont entrepris est un nettoyage gigantesque, comme les puritains avant eux. C'est pourquoi il faut refuser tout ordre excessif. Ce sont des gens ennuyeux qui sont aux commandes. Voilà la raison majeure pour laquelle on s'ennuie. Les spéculateurs, les capitalistes, obsédés par le profit, ces grands prêtres de l'ennui suprême, gèrent le monde des affaires. Les bureaucrates, les scribouilleurs de formulaires et les enthousiastes de la santé et de la sécurité se chargent, eux, de gouverner. Ils aiment l'ennui. Avoir le sentiment d'être en vie les effraierait. Mais cela n'a pas toujours été ainsi, et cela ne le sera pas toujours. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, où les gens ennuyeux étaient mis à l'écart et qualifiés d'impies. À l'époque médiévale et particulièrement à ses débuts, ceux qui adhéraient aux valeurs bourgeoises et au culte de l'argent étaient méprisés par les guerriers, les clercs et les paysans. Il y a quelque chose de déshonorant dans le commerce, de sordide et de honteux, écrivait l'influent Thomas d'Aquin. Le bonheur, dit-il, est à trouver dans la réflexion et non dans la distraction. Si donc le bonheur ultime de l'homme ne consiste pas dans les choses extérieures appelées biens de fortune, ni dans les biens du corps, ni dans les biens de l'âme, qui concernent sa partie sensitive, ni dans ceux qui concernent sa partie intellectuelle, en rapport avec l'acte des vertus morales, ou en rapport avec les vertus intellectuelles liées à l'action, à savoir l'art de la prudence, il reste que le bonheur ultime de l'homme reste dans la contemplation de la vérité. L'ennui est une forme de contrôle social. Au moment même où l'ennui est apparu, à la fin du XIXe siècle, l'idée que la plèbe puisse organiser elle-même ses divertissements a été battue en brèche. Comme nous le savons dans le passé, l'art et le divertissement provenaient du bas de l'échelle sociale. Tous les acteurs étaient des amateurs.
Les mystères étaient joués par les guildes des artisans, les artistes médiévaux étaient aussi des artisans. L'historien Thomson nous montre comment les autorités sont devenues méfiantes face à cet art démocratique lors de l'émergence de l'ère industrielle et comment le peuple s'est vu confisquer l'organisation du travail et des loisirs. Thomson cite, dans The Romantics, la réponse pleine de bonnes intentions d'un édile local à la demande d'un ouvrier désireux de monter une pièce de théâtre en 1798. Cette pièce, s'inquiète-t-il, peut vous faire du tort et vous entraîner à des émeutes et à bien des désordres dans la taverne. Ah, punaise, ça me dit quelque chose, mais attendez. Mais j'ai déjà entendu ce discours et pas si lointain que ça. J'adore, j'hallucine. Cette pièce, s'inquiète-t-il, peut vous faire du tort et vous entraîner à des émeutes et à bien des désordres dans la taverne. Pour Thomson, cette anecdote prouve la montée de la part d'une culture populaire authentique qui puisse échapper aux manigances et aux pressions exercées par les supérieurs. Thomson critique également le système éducatif centralisé et cite une lettre étonnante écrite par un ancien inspecteur en chef des écoles en 1911, accusant le système éducatif d'être ennuyeux. Le but du professeur est de ne rien laisser à la nature de l'élève, ni à sa spontanéité, à sa libre activité, de réprimer tous ses élans spontanés, de ramener au calme plat toutes ses énergies, de garder tout son être dans un état de tension réprimée et douloureuse. Je ne vous cache pas que notre système éducatif a un peu gardé de ça. Je suis enseignante. Nos élèves assis 8 heures par jour, ce sont nos enfants, 8 heures par jour. Alors, je suis enseignante en lycée agricole, c'est différent. C'est différent. Quand ils apprennent un métier en parallèle ou une activité professionnelle en parallèle, ils se sentent utiles. C'était une parenthèse. L'ennui est douloureux. Pour Van Engem, la pression subie pour devenir comme les autres épuise l'esprit. Mais tandis que l'organisation hiérarchisée s'empare de la nature et se transforme dans la lutte, la part de liberté et de créativité réservée aux individus se trouve absorbée par la nécessité de s'adapter aux normes sociales et à leurs variations. La pression subie pour devenir comme les autres épuise l'esprit. Je tends à penser que là, nous allons vers un autre monde. Nos enfants nous demandent un autre monde et ils sont différents. Tous les exemples nous le prouvent. Ils sont différents. À bientôt pour un prochain paragraphe, de prochaines idées à réfléchir.